Bonjour, dans cette vidéo, on vous présente la suite de notre cours Terminologie des sciences économiques et de gestion. Comme on a l'habitude de le faire, ce cours il est présenté par les deux langues, la langue arabe et la langue française. خلال مادة مصطلحات العلوم الاقتصادية والتدبير الذي نقدمه باللغتين الفرنسية والعربية. L'objectif général de ce cours est de connaître et assimiler la terminologie de la science économique et de gestion et de se familiariser avec les notions de base économiques. الهدف الأساسي من هذه المادة هو توضيح وفهم جميع المصطلحات التي لها علاقة بالعلوم الاقتصادية وعلوم التدبير والحصول على القدرة على استعمالها في المواد الأخرى وفي أثناء المسار الأكاديمي المتعلق بعلوم الاقتصاد وعلوم التدبير. De ce fait, les axes de ce cours se présentent ainsi. Le premier axe, c'est la terminologie liée à l'étude des marchés. Le deuxième axe, c'est la terminologie liée au circuit économique. Le troisième axe, c'est la terminologie liée à la comptabilité nationale. Et enfin, le dernier axe, c'est la terminologie liée aux fonctions de l'entreprise. محاور المحاضرات تندرج في إطار الفصول التالية. الفصل الأول والمحور الأول هو مفاهيم مرتبطة بدراسة الأسواق. مفاهيم مرتبطة بالدورة الاقتصادية في المحور الثاني. المحور الثالث يتعلق بالمفاهيم المرتبطة بالمحاسبة الوطنية. وفي الأخير مفاهيم مرتبطة بوظائف المقاولة. On va continuer à partir de marché d'oligopole sur lequel on s'est arrêté. On va maintenant passer au marché de concurrence monopolistique, toujours dans le premier chapitre, dans l'étude des marchés, terminologie liée à l'étude des marchés. Le marché de concurrence monopolistique, c'est une notion ou bien une théorie qui est apparue et élaborée en 1933 par l'économiste américain Edward Hastings Chamberlain, qui a vécu entre 1899 et 1967. Dans ce marché, le producteur cherche à différencier son produit de ceux de ses concurrents par certaines caractéristiques qui seront promues dans la communication marketing. À ce niveau, on note l'importance de la différenciation des produits et l'utilisation de la communication marketing qui permet de développer cette différenciation. Il y a également une notion essentielle, c'est de la concurrence. On peut citer ou bien relater la présence de la concurrence. C'est une caractéristique liée à l'existence d'un ensemble important de producteurs et de consommateurs. Mais il y a également une différenciation. Et ça, ce qui est exceptionnel ou spécifique à ce marché par rapport à la concurrence pure et parfaite. Cette différenciation est tout à fait le contraire de l'hypothèse d'homogénéité des produits. Donc les produits ne sont pas homogènes, ils sont différents les uns aux autres. Et pour mettre en œuvre cette différenciation, ou bien pour la développer, on se base sur une communication marketing. Par exemple, une entreprise, il fabrique un produit, il a beaucoup de concurrence, donc son produit, il est différent de la concurrence, mais pour montrer et démontrer cette différenciation, il a besoin de mettre en place une communication marketing qui va faire apparaître cette différenciation vis-à-vis du consommateur ou du client final. سوق المنافسة الاحتكارية نحن نتمم المحور الأول الذي هو دراسة الأسواق. قلنا قد تعرضنا في الحصة السابقة لسوق احتكار القلة. الآن نحن بصدد دراسة سوق آخر هو سوق المنافسة الاحتكارية
الذي له هيكل خاص. تم تطوير هذه النظرية أي المنافسة الاحتكارية سنة 1933 من قبل الاقتصادي الأمريكي إدوارد هاستينغ تشامبرلين، الذي عاش في الفترة ما بين 1899 و 1967. في هذا السوق يسعى المنتج إلى تمييز منتجه عن منتجات منافسيه بخصائص معينة سيتم الترويج لها في التواصل التسويقي. ما يمكن أن نبرزه في إطار هذا السوق، سوق المنافسة الاحتكارية، ووجود خاصية المنافسة، وجود كذلك تمييز المنتج. إذن خاصيتين أساسيتين هي الخاصية الأولى المنافسة، والخاصية الثانية هي تمييز المنتوج أو المنتج الذي يشكل عكس خاصية أو فرضية تجانس المنتوج أو المنتج التي توجد في إطار سوق المنافسة الخالصة والكاملة. إذن هناك تمييز للمنتوج من طرف المقاولة من خلال خصائصه، من خلال جودته، من خلال شكله، ولكي تبرز هذا التمييز لدى الزبون ولدى المشتري يجب أن تقوم بتواصل تسويقي، بالاعتماد على التواصل التسويقي أو الدعاية أو الإعلان حتى تبرز الخصائص التي تميز منتوجها عن منتوج المنافسين. Dans ce cas, la publicité joue un rôle déterminant pour persuader le consommateur que le produit présenté est unique. On souligne ici l'importance de la publicité. C'est grâce à la publicité que l'entreprise va expliciter au consommateur les caractéristiques qui diffèrent son produit par rapport à la concurrence. Le fait d'être seul à proposer un bien ou un service ayant telle ou telle spécificité, ça c'est important, c'est cette différenciation permet à ce producteur de se placer dans une sorte de situation de monopole et de pouvoir s'écarter du prix du marché afin de pouvoir améliorer ses bénéfices. Donc le fait d'être dans une situation de concurrence on rajoute à cela la différenciation. Cette différenciation, elle est basée sur la publicité. Basée sur la publicité pour qu'il soit connu. D'ailleurs, je fais de la différenciation, mon produit il est différent de la concurrence, mais il faut le faire savoir à la clientèle. Et on n'oublie pas que je ne suis pas seul sur le marché. Il y en a d'autres entreprises qui font des produits qui essayent elles aussi de vendre leurs produits au maximum, de gagner plus. Donc, cette différenciation va entraîner une certaine situation de monopole. Pour l'entreprise, généralement, c'est à court terme, parce que il y a toujours de la concurrence. Une situation de monopole, pour expliquer la notion de monopole dans ce cas-là, il vient du fait que, par exemple, on pose la question à un client qui veut acheter un stylo, par exemple, il nous dit, moi, je préfère la marque A. Pourquoi il préfère la marque A? C'est parce que il trouve des caractéristiques qui lui sont adaptées par rapport à la marque A. Donc, il va directement chez le vendeur et lui dit, moi, je veux la marque A. Donc, vous me donnez la marque A. C'est-à-dire, comme si l'entreprise qui produit et qui commercialise la marque A exerce un certain monopole sur ce type de clientèle à travers les caractéristiques de cette marque ou bien de ce produit. C'est ça, c'est juste pour expliquer cette situation de monopole qui s'exerce dans le cadre de la concurrence. D'où la notion de concurrence monopolistique. Je ne suis pas seul, il y a des concurrents, mais en même temps, je rends mon produit unique par rapport aux concurrents.
هنا يلعب الإعلان دورا حاسما في إقناع المستهلك بأن المنتوج أو المنتج المقدم فريد من نوعه. الأساس هنا هو استعمال الإعلان أو الدعاية للمنتوج حتى نبرز خصائصه. إن حقيقة كونه الوحيد الذي يقترح سلعة أو خدمة لها مثل هذه الخصوصية أو تلك النوعية تسمح لهذا المنتج أن يضع أو المنتج أن يضع نفسه في نوع من الاحتكار، وأن يكون قادرا على الانحراف عن سعر السوق من أجل تحسين أرباحه. إذن هنا هذه الخصوصية الناتجة عن تمييز المنتج أو المنتوج، هذه الخصوصية تحتاج لإبرازها إلى الإعلان، تجعل المنتج يكون في وضعية من الاحتكار. إذن هنا نقول أننا فعلا في سوق المنافسة، هناك منافسة، أحاول في إطار هذه المنافسة وضع تمييز لإبراز خصوصية المنتوج، لإبرازها أحتاج إلى الإعلان أو الدعاية أو التواصل التسويقي. هذا يؤدي إلى جعل المنتج في وضعية من الاحتكار. هذا الاحتكار يكون فقط على المدى القريب، لأننا لا ننسى بأننا في أي لحظة توجد هناك منافسة. لكن لماذا استعملنا هذا المفهوم الاحتكار حتى نبرزه؟ لماذا نسميه احتكار؟ مثلا أنا مشتري، أذهب عند البائع، أطلب منه منتوج معين وأحدد له أريد المنتوج من نوع ألف، بمعنى بأنني أسعى إلى تلك العلامة من نوع ألف أو تلك المقاولة التي تنتج المنتوج من نوع ألف، لأنني أجد فيه خصائص تميزه عن باقي المنتوجات الأخرى. هذه الخصائص تجعلني في وضعية تضع المقاولة وتجعلني محتكرا من طرف المقاولة. لكن في أي لحظة عندما أجد أن خصوصية منتوج آخر أفضل من تلك المقاولة سوف أقوم باستبدال ذلك المنتوج. بالتالي هنا هذا الاحتكار هو احتكار على المدى القريب في وجود للمنافسة، لكنه يمكن المقاولة من رفع سعر والانحراف به عن سعر السوق. Donc le point ou bien les points à retenir dans cette partie, comme on a l'habitude de le faire, le point c'est que nous sommes face à une situation de concurrence, un marché où il y a de la concurrence. Autrement dit, nous avons plusieurs entreprises. En même temps, nous avons face à nous un certain monopolistique. Monopolistique ou monopole. D'où vient ce monopole ou monopolistique? Il vient de cette situation de différenciation. C'est la caractéristique principale de ce marché, c'est la présence d'une différenciation dans un cadre concurrentiel. Voilà les notions que nous devons retenir à travers ce dernier point de ce premier chapitre. On est arrivé à des applications pour revoir un petit peu les notions que nous avons déjà présentées avant. La première application, ou bien les premières phrases que nous allons compléter, sont en français. On présente la première phrase: en économie, le marché est considéré au sens et non comme un lieu. Je vous laisse un moment pour réfléchir et pour donner la bonne réponse. Donc, j'espère que vous l'avez bien
connu, c'est en économie, le marché est considéré au sens abstrait et non comme un lieu physique. Donc, on vient de l'expliquer, le marché, dans notre langage quotidien, tel que nous l'avons toujours défini, c'est un lieu ou un endroit auquel on y va. Mais en économie, c'est pas ça, c'est la rencontre entre l'offre et la demande de façon abstraite. Donc, la notion d'endroit physique n'est pas essentielle dans la définition d'un marché en économie. La deuxième phrase, la demande est constituée par, alors que l'offre est constituée par. Un moment pour donner votre réponse. Et voilà, la réponse est, la demande est constituée par qui? C'est ça, par les acheteurs. Bien l'ensemble des acheteurs. Alors que l'offre est constituée par les vendeurs. Ou bien la quantité vendue. L'équilibre dans un marché est réalisé lorsque, voilà, l'offre, qu'est-ce qu'elle a? Est égale à la demande. Lorsque l'offre est supérieure à la demande, les prix sont... Ils sont comment? L'offre est supérieure à la demande, c'est-à-dire que nous avons plusieurs quantités offertes face à une petite demande, un petit nombre de quantités demandées, ce qui va nous dire que les prix ils sont faibles. Maintenant, lorsque l'offre est inférieure à la demande, c'est-à-dire la situation inverse, peu de quantités offertes, beaucoup de demandes, les prix ils sont élevés. Voilà la réponse que nous allons retenir. On passe maintenant aux phrases arabes. أتمم الجمل التالية. إذا أدى ارتفاع ثمن السلعة معينة إلى ارتفاع ثمن سلعة أخرى فإنها تعتبر سلعة. ارتفاع ثمن السلعة يؤدي إلى ارتفاع ثمن السلعة الأخرى. السلعتان هما سلعتان. ارتفاع في الثمن أو في سعر السلعتين في نفس الوقت فهي سلعة مكملة. أما إذا أدى ارتفاع ثمن سلعة معينة إلى انخفاض ثمن سلعة أخرى فإنها تعتبر في هذه الحالة سلعة بديلة. الجملة الثالثة كلما زاد دخل المستهلك كلما ماذا يقع لطلبه على السلعة باعتبار أن السلعة هي سلعة عادية في ظروف عادية. إذا ازداد دخل المستهلك سو كلما ازداد طلبه أو كلما زاد طلبه على السلعة. نحدد هنا بأننا نتكلم عن سلعة عادية وفي حالة عادية وليست حالة استثنائية. Comme ça, on est arrivé à la fin de ce premier chapitre. نكون هنا وصلنا إلى نهاية الفصل الأول من هذه المادة. Le deuxième chapitre va être consacré à la terminologie liée au circuit économique. الفصل الثاني الذي سوف نعرضه في فيديو لاحق مفاهيم مرتبطة بالدورة الاقتصادية. Merci pour votre attention.